Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon dimanche à tous les amis d'Anglo-Congo à travers le monde. Nous vous aimons bien. Nous sommes encore là en rendez-vous pour certains d'entre vous. Vous rentrez de culte dominical. Nous autres ici, c'est déjà la nuit. On a été à l'église, on a prié pour la RDC. Nous pensons que ces combats doivent s'accompagner avec la prière. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'analyse. Aujourd'hui, c'est le 4 novembre 2018. Nous allons faire l'analyse autour de deux sujets. L'équipe de campagne de Shadari, premier sujet. Deuxième sujet, propos de Monseigneur Fridolin Mbongo sur les machines à voter. Voilà. Alors, hier, nous n'avons pas respecté notre tradition, ce qui consiste à reconnaître les 10 premières personnes qui se connectent sur nos directs. Aujourd'hui, la première personne, c'est Roger Massamba, un inconditionnel d'Anglo-Congo. Nous avons Monsieur Jean-Marie Vianney Kaboukani. Nous avons Eric Kapena, Patrick Ilunga Chimanga, Benji Christian, qui publie aussi beaucoup, Benji Christian. Nous avons Toponi Congo, qui est régulier ce jour. Lui, il nous challenge toujours. J'aime quand Toponi Congo intervient, parce que souvent il prend le sens contraire du courant, ce qui est bien. Qui me salue, dit bonjour Anglo-Congo. Je dis bonjour mon frère Toponi Congo. Et puis il y a Sergio Miguel Bouka qui dit bonjour frangin Anglo-Congo. Bon, oui, bonjour. On prend ça comme ça. Eric Kapena dit bonjour papa Anglo-Congo. Je dis bonjour. Patrick Lunga dit bon dimanche Anglo-Congo. Je dis bonjour. Roger Massamba dit bonjour et bon après-midi papa Anglo-Congo. Je dis bonjour, bon après-midi. Nous avons les doyens Paul Sapou, nous avons John Kaloubi, honorable Abakouk, Yansit Diboué qui dit bonsoir, mon frère je dis bonsoir, nous avons Raphaël Ngwashi Mungulu, honorable Abakouk qui dit bonjour, je dis bonjour, Raphaël Ngwashi Mungulu dit bonjour, je dis bonjour, Michel Chulumba, nous avons John Kaloubi qui me dit bonjour, je dis bonjour, Arnold Kambale, Oscar Owanji, voilà. Et puis Paul Sapou nous dit coucou Anglo-Congo, je dis coucou à mon frère Paul Sapou, Donita Massani de Kinshasa, il me dit bonjour, de Kilabel, dans quelle commune? Ok, Oscar Owanji qui me salue, je dis bonjour mon beau frère Oscar Owanji, Jean Bosco Tenda, John Kalb... Alors vous êtes nombreux. Et puis il y a Michel Chulumba qui dit hello. Moi aussi je dis hello. Et il y a maman Lisa Mongedou qui me salue. Il me dit bonjour papa. Bon dimanche toi et ta famille. Alors bon dimanche à toi aussi. Que ce soit réellement un bon dimanche pour toi, Lisette. Jean Bosco me dit un grand bonjour à l'éclaireur du peuple. Waouh. Ben ça c'est trop gros pour moi. Alors merci beaucoup chers amis. Je fais l'effort de vous citer tous, parce que c'est quand même un dimanche. Il faut que nous soyons gentils entre nous, et puis soyons détendus. Voilà. Commençons par le premier sujet. L'équipe de campagne de Shadari. On a constaté encore une fois une grande publicité autour de la publication, de la présentation de cette équipe. Et moi, je prends ça toujours dans le cadre de la communication. Je vous ai dit que le camp Kabila, par la société israélienne Mer Security System, a employé ou a acheté les services
de certains lobbyistes aux États-Unis. Et cette fois-ci, il y a un nom qui sort du lot, c'est le nom de Christopher Harvin, qui est un expert en stratégie, en communication et puis en relations publiques. Ce monsieur, je l'ai dit hier, il avait contribué aussi à la chute de Yahya Jammeh. Il avait mis en place un réseau de communication entre les témoins des challengers des dictateurs Yahya Jammeh. Lui était basé aux États-Unis parce que c'est un Américain. Et il était aussi en contact avec la presse internationale et certains milieux américains pour leur transmettre en temps réel les résultats tels que ça sortait des urnes dans chaque bureau de vote. Et vous l'aurez constaté, Yahya Jammeh avait eu du mal à nier qu'il avait perdu les élections. Il avait vite accepté parce que on l'avait mis devant une grande évidence. Par après, il s'est rétracté et finalement, vous connaissez l'histoire. Alors, ce monsieur, en faisant ce qu'il avait fait là, il s'est tapé une réputation. Bon, il fait partie d'un lobby qu'on appelle, je crois, Sanitas International. Et puis, il y a aussi Vanguard Africa. Alors, maintenant, avec ce qu'il avait fait sur le continent africain, cela avait boosté sa réputation. C'est vraiment un grand expert. Alors, Mer Security System, qui est basé à Tel Aviv, a engagé ces messieurs. C'est un expert en communication. Alors, depuis un certain temps, vous savez même la CENI, la CENI a un lobby aux États-Unis. Depuis un certain temps, on sent que l'équipe d'IFCC communique sérieusement. Bon, c'est pas seulement par rapport à l'opinion publique, c'est surtout aussi par rapport aux partenaires extérieurs. Hier, quand on a donné la composition de l'équipe de Shadari, alors qu'il y a quelques jours, nous avons vu les shows qu'avait fait la CENI avec les véhicules militaires, les avions, les hélicoptères militaires, pour montrer que la CENI est prête pour amener le peuple aux élections. Quelques jours après, nous voyons ces shows de l'équipe de campagne de Shadari. Moi, je prends ça encore comme une communication qui cache quelque chose. Et c'est surtout adressé à la consommation extérieure. J'en veux pour preuve. Ils avaient tellement besoin de communiquer qu'ils ont cité les noms des gens qui ont pignon sur rue dans plusieurs secteurs de la vie. Certains d'entre eux, je dirais même, sont des icônes. Ils ont pris l'entraîneur de l'équipe nationale et de V-Club. Vous savez, V-Club est en finale. Monsieur Florent Ibengue, pouf, dans l'équipe de campagne. Kanimbo, qui est dans la presse, dans l'équipe de campagne. Le président de l'Union de la presse congolaise, monsieur Kasonga Chulunda, dans l'équipe de campagne. Werrason, dans l'équipe de campagne, avec Jibem Piana.
certains acteurs de théâtre, des pasteurs, Bishop Kankenza, dans l'équipe de campagne, Albert, qu'est-ce que je veux dire, Mukuna, le président de la Renaissance, et l'évêque de l'ACK, dans l'équipe de campagne, celui qu'on appelle communément Voici l'homme, François Moutombo, le pasteur, dans l'équipe de campagne, l'évangéliste Kizamina, dans l'équipe de campagne, Albert Kankenza, le bishop, dans l'équipe de campagne, les pasteurs de l'église La Louange, Docteur Ngalassi, dans l'équipe de campagne. Il y a un autre pasteur de l'ECC qui a été aussi cité. Alors, ça fait du boucan. Nous nous réveillons ce matin. Oh, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas été consultés. D'autres sont étonnés qu'on les a cités. Le premier que moi j'ai vu, c'est le doyen Kasonga Chilunda. Il dit, il n'est pas preneur. C'est scandaleux qu'on ait cité son nom. Et puis, Flora Ibengambouak le parle. Le pasteur Kizamine a dit, mais moi je ne connais rien de cette affaire. Kanimbo est étonné qu'on l'ait cité. Albert Kankenza va même plus loin, il dit, le diable ne vient que pour détruire, voler. Lui, il n'est pas dans l'équipe de campagne de Chadari. La seule couleur qu'il a, c'est homme de Dieu. Oh. Et puis nous disons, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Finalement, les démentis ont fait mouche. Kika Abin Karoubi passe aux aveux. Il dit, ah oui, il y a des gens qui n'ont pas, c'est possible qu'il y ait des gens qui n'ont pas été consultés. Maintenant, on nous apprend que Némi Moulani a dit, demain on va publier les listes officielles. Mais celles qu'on a publiées, elles n'étaient pas officielles. Tout ceci, comme je vous ai dit, c'est la communication pour faire voir à l'extérieur que ces gens sont prêts pour aller aux élections. Mais en réalité, je les reprends encore, ils ne sont pas prêts. Les actes qu'ils posent sont contraires aux objectifs poursuivis. Comment expliquer un si grand nombre de gens? Et on me dit qu'il y en a d'autres qui ont été cités sans être consultés, mais comme ils ont l'habitude de manger là-bas, bon, on les a quand même cités pour les comptes des orgies passées. Hein? Au Liambaranambala, bon, Bacheka a compte à passé. Mais on ne peut pas comprendre qu'il y ait un si grand nombre de gens qui n'ont pas été consultés à l'avance. Tout ça, c'est du Djalelo. Quelqu'un m'avait envoyé quelque chose in inbox. Bon, souvent, je me méfie de certaines informations quand je ne suis pas très sûr. Il me dit certains avions, pas tous, certains avions qui ont été présentés. C'est des avions qui sont en panne, en fait, qu'on a peint et puis on a présenté. Je dis, ah bon? Mais je reçois un appel de Kinshasa. On m'explique, voilà. Il y a un technicien qui confirme que non, enfin des techniciens, d'ailleurs plusieurs, qui confirment qu'on a peint certains avions. Et on a présenté comme quoi la CENI, voilà le nombre d'avions. Donc le nombre d'avions n'est pas correct. Maintenant, avec tout ceci, pourquoi ils font cela? C'est pour faire voir que nous sommes prêts, comme je l'ai dit, mais
ils savent qu'il y aura une situation qui ne va pas permettre les élections. Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme sur la situation d'Ebola et de l'insécurité. Dans les jours qui viennent, nous risquons de voir la montée ou bien nous risquons de voir une grande propagation de l'Ebola parce que je vous ai dit, les Américains ont retiré leur personnel qui sont très expérimentés, qui ont été à Sierra Leone, en Guinée. Ils les ont retirés de Goma, donc de cette contrée-là. Et on craint que ça puisse prendre de l'ampleur. Ce n'est pas que les Américains sont complices, mais tout simplement, vous savez, il y a des élections aux États-Unis, d'ailleurs, je crois que les gens ont voté aujourd'hui, je crois. Comme la zone là, à l'est, c'est une zone de combat, l'administration Trump a évoqué l'affaire de l'ambassadeur américain qui était tué en Libye, qui était devenu un sujet de débat interne. Je vous avais dit ça l'autre jour. Mais en retirant ces personnels de santé qui combattaient Ebola, en tout cas, même l'OMS craint que l'Ebola puisse se répandre. Je reprends encore, il y a un cas suspect à Kinshasa. Je dis bien suspect. Nous allons demain tout faire pour contacter notre source, pour qu'on nous dise si finalement les examens ont conduit à dire que c'est Ebola ou pas. Il y a un cas suspect à Kinshasa. Alors, pourquoi je dis ça? Les conseillers diplomatiques de M. Kabila, un des faucons de ce régime, en la personne de M. Kika Abin Karoubi, était à Harare la semaine passée. Il a été reçu, d'après la presse zimbabwéenne, que nous avons lue, par le président Mnangagwa. D'ailleurs, à cette audience, il était accompagné par l'ambassadeur de la RDC au Zimbabwe, M. Mawampanga Mwanananga. À la sortie d'audience, ce monsieur a dit qu'il y aura élection et que pour eux, il est hors de question qu'ils puissent accepter l'assistance de la communauté internationale, que les élections relevées du domaine de la souveraineté de la RDC, il dira normalement tout va bien, sauf nous avons deux défis. Le premier, c'est qu'il y a des incursions des termes qu'il utilise, des terroristes, c'est-à-dire les ADF-NALU, qui sèment l'insécurité en RDC. Deuxième challenge ou défi, c'est Ebola. Je dis, comment lui peut parler d'Ebola, de l'insécurité, alors que le ministre de l'Intérieur, qui est un cadre du PPRD, en la personne de M. Mova Sakani, dans des interviews successives, lui aussi, il pronostiquait, il disait qu'il y aura élection, mais il y avait un mais il y a le problème de l'insécurité et d'Ebola. Je dis, ces gens peuvent avoir un plan derrière cette histoire. Parce que moi, je trouve ça étrange. Ebola quitte l'Équateur, saute, pouf, à Goma et Beni, là où il y a des conflits. Pourquoi Goma et Beni, au cas où quelqu'un est auteur de cette, appelons ça délocalisation, c'est pour que quand les gens ont l'Ebola, ils fuient, en même temps les conflits armés, ça se répand vite. C'est clair, c'est ça la stratégie derrière. Et je continue à croire qu'il y a une stratégie derrière ça. Alors, mais entre-temps, élection, nous sommes prêts, tout ça.
mascarade. Ça, c'est notre analyse. Pure mascarade. Alors, nous disons que ces gens ne sont pas prêts pour aller aux élections. On n'a pas besoin de tous ces boucans, une équipe de campagne, ok? Mais on nous parle d'à peu près 48 cellules. On a fait une grande communication autour. Nous disons, nous voyons, nous, l'ombre de certains experts en matière de communication, hein? Nous voyons l'ombre de certains lobbyistes. Mais, nous, à l'Obaga, tous les gens à tomber au temps. À tabouter ou donc, sur ce point, nous laissons ça comme ça. Prenons le deuxième point, propos de Monseigneur Fridolin Mbongo sur les machines à voter. Vous savez, depuis que l'UDPS avait dit avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections, il y a une polémique terrible qui est allée même plus loin avec des insultes, des accusations fondées et non fondées, des dénonciations. Donc, il y a une guerre dans les réseaux sociaux. Alors, nous avons suivi le Monseigneur le matin. Nous avons analysé ses propos. Nous avons dit, bon, on va vous balancer ça pour ne pas lui mettre le mot dans la bouche. Je vais vous balancer cette interview qu'il a fait avec Rachel Kitita. Apparemment, c'était hier. C'était hier qu'ils avaient fait ça, oui. Alors, suivez attentivement et nous allons revenir là-dessus. Aujourd'hui, le comité laïque catholique entrevoit des activités, disons, des marches pour exiger le retrait de la machine à voter. Est-ce que l'Église catholique de la RDC, de Kinshasa, soutiendra ces actions du CLC? Je n'ai pas entendu que le CLC organise des marches dans ce sens-là, parce que le CLC a toujours été en phase avec la position de l'épiscopat. Or, la position de l'épiscopat jusqu'à maintenant, l'épiscopat n'a pas dit qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas la machine. L'épiscopat dit, vous, le politicien, asseyez-vous autour d'une table et trouvez un consensus autour de cette question. Et le CLC ne peut qu'aller dans cette optique de l'Église catholique. Le CLC attendra finalement de prendre langue avec l'Église catholique pour lever l'option. Mais le CLC, ce sont les fils et les filles de l'Église catholique. Ils connaissent cette position. Si aujourd'hui il y avait des manifestations, ça veut dire aller à l'encontre sans la bénédiction de l'Église. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a des actions, des manifestations que peuvent organiser la classe politique de l'opposition. Et l'opposition a le droit de s'exprimer comme elle veut. Ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Lorsqu'il s'agit de l'Église catholique, si on veut agir au nom de l'Église catholique, mais il faut rester en phase avec l'enseignement et les directives de l'épiscopat congolais. Une information appliquée à la presse, disons que le CLC avait été saisi pour surseoir toutes les activités à l'Église au sujet des activités politiques, notamment qui cadrent avec les élections et l'utilisation de la machine à voter. Moi, je crois que la question de la machine à voter ne doit pas être au centre de l'action du CLC, parce que la machine à voter n'est qu'un instrument, un outil pour accéder aux élections. La finalité, l'objectif, ce n'est pas la machine à voter. L'objectif, c'est quoi? Les élections. Et le CLC, je crois, travaille dans cette optique-là. S'il y a des questions autour de l'utilisation de la machine qui risquent de bloquer les élections, je crois que le CLC a le devoir
de reconsidérer sa position, il ne faudrait pas que le moyen qu'on utilise puisse occulter l'objectif principal, qui est l'alternance démocratique au Congo. Alors, je voulais balancer ça pour que vous avez suivi, c'est Monseigneur Fridolin Ambongo, qui a été récemment promis à la position de l'archevêque de Kinshasa. C'est un archevêché très, très stratégique. Monseigneur Ambongo, pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas un homme qui a sa langue dans la poche. Depuis qu'il était à Bikoro, moi je l'ai suivi il y a 4 ans passés sur RFI. Il a un langage très critique vis-à-vis des régimes en place. C'est question de temps, les gens vont découvrir ça maintenant qu'il est archevêque full de Kinshasa. Et il a déjà annoncé les couleurs en disant qu'il va bien s'occuper de cette affaire d'élection. Alors, il va bien s'y intéresser. Nous venons de le suivre. Bon, on peut sentir que Monseigneur était très prudent sur certaines questions, disons même dans l'ensemble de sa réponse. Mais à la fin, il a dit quelque chose. Il a dit, la question des machines à voter, je suis en train de les paraphraser, ça c'est ma compréhension. Si elle devient un obstacle, ou bien elle veut occulter l'objectif principal, non. Ça, non, il faut qu'il y ait élection pour qu'il y ait alternance au pays. Maintenant, cette position, comme je l'avais dit quand je parle de la position de l'UDPS, c'est une position qui s'adapte à la situation réelle sur terrain, ou bien à la stratégie du pouvoir en place. Écoutez, ce monsieur, c'est un prince de l'Église, il est très informé. L'Église catholique est implantée partout à RDC, parmi les cadres même politiques. Il y a beaucoup de gens qui sont des catholiques, ou bien qui l'avaient été. En disant cela, Monseigneur reconnaît quelque part, sans le dire, que on veut utiliser les machines à voter pour ne pas tenir les élections à la date prévue. Ça, c'est mon analyse. Alors, cette position, pour ceux de l'UDPS, cette déclaration de Monseigneur Ambongo, qui est je crois, il est le vice-président de la CENCO, donc après Monseigneur Marcel Utemi, aujourd'hui il est l'archevêque de Kinshasa. Cette position, je peux dire, elle est la position de la CENCO, même si officiellement ils n'ont pas encore dit ça. L'Église catholique veut qu'il y ait un consensus autour des machines à voter. Mais l'Église catholique ne veut pas que l'on utilise les machines à voter pour ne pas organiser les élections. Quand on la compare avec la position de l'UDPS, il y a une forte similitude. Mais non. Peut-on dire que ce que l'UDPS avait fait, avait pris comme position, c'était les résultats, comme certains l'ont dit, de la corruption de son leader? Bon, avec cette déclaration, je crois, on peut douter
que l'UDPS avait changé sa position en la matière parce qu'elle était corrompue. C'est un changement tactique. C'est sur terrain. Le principe reste pas des machines à voter, nettoyage du fichier, mais quand on voit que l'on constate que les élections ne risquent pas de se tenir le 23 décembre, au regard de la lenteur des opérations du processus électoral, si un parti a des stratèges, c'est tout à fait normal que ces partis puissent reconsidérer sa position. C'est ce qu'a dit même Monseigneur Ambongo, que au cas où on veut utiliser la machine à voter comme prétexte pour ne pas organiser les élections, alors le CNC doit reconsidérer sa position. Maintenant, est-ce que l'Église catholique est naïve pour croire que, avec les machines à voter, un opposant, qui qu'il soit, pourra être élu? Non, pas du tout. Est-ce que l'UDPS aussi, ces cadres sont-ils naïfs pour croire qu'avec ou sans l'utilisation des machines à voter, que la victoire reviendra à un opposant? Non. Maintenant, ici, moi, je fais l'analyse. Je l'ai dit, mais aujourd'hui, je vais un peu entrer dans les détails. Ces élections ici sont devenues, comme qui dirait, un prétexte, entre guillemets, pour un changement profond en RDC, au niveau de la classe politique. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire. Gbagbo savait que Gueye va tricher les élections. Mais Gbagbo avait déployé des témoins partout et avait préparé les gens à la contestation. Gbagbo a eu le pouvoir en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait eu une contestation qui avait conduit à une sorte d'insurrection. Ça, c'est le premier exemple que je vous donne. Nous verrons à peu près la même tactique ou la même stratégie, j'allais dire, avec Ouattara et contre Gbagbo. Gbagbo est resté au pouvoir après qu'il ait consommé son mandat. Il est resté au pouvoir sans tenir les élections. Bon, il avait raison de dire qu'il y avait la guerre au nord, la rébellion à un moment donné, et chaque fois qu'il donnait rendez-vous pour les élections, c'était reporté finalement, il va tenir ces élections. Mais Ouattara et Gbagbo s'étaient préparés pour la préélection. Ouattara avait bénéficié de la complicité de la France, qui avait des troupes sur place en Côte d'Ivoire dans le cadre des Nations Unies. Et puis, Ouattara avait le soutien de la communauté internationale. Gbagbo s'était aussi préparé à cette éventualité parce que chacun savait que ces résultats seront contestés. Quand on a proclamé Ouattara vainqueur, on a vu les images. La centrale électorale était divisée sur cette annonce. Finalement, qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens de Gbagbo ont contesté. Les gens de Ouattara, finalement, les troubles ont commencé. Et jusqu'à ce qu'on a chassé Gbagbo du pouvoir, vous savez comment on l'avait capturé. Je ne dis pas que c'est bien, mais je fais voir seulement la stratégie mise en place. Ces élections
Kabila, s'il triche, parce que c'est ce qu'il fera, il sait qu'il y aura une contestation, et cette contestation pourra être l'opportunité pour des pays voisins, des organisations sous-régionales et même continentales, de faire pression sur lui, ou bien même d'intervenir militairement. Parce que je ne vois pas comment Kabila va organiser des élections pour que son dauphin le perde. Mais en allant aux élections, c'est un grand risque que l'on prend. Mais non, venons-en à l'Église catholique. Vous avez senti quand on posait la question à l'archevêque sur le CLC, il était très prudent. Je crois que le CLC va jouer un rôle. L'Église catholique a annoncé qu'il va déployer 40 000 observateurs, pas témoins, hein, observateurs, il y a une différence. L'IDP se prépare. Jusque-là, nous apprenons, je ne sais pas quelle est l'ampleur de l'équipe qu'ils vont déployer, est en train de former ses témoins. Alors, je me dis que le CLC, à la proclamation des résultats, s'il y a tricherie, le CLC va jouer un rôle. C'est la contestation. Et l'UDPS aussi, je pense, c'est ce qu'ils attendent pour aussi contester les élections. Je dis ça sur base des propos des uns et des autres. Docteur Etienne y avait dit, c'est pour coincer Kabila. Quand on a publié les sondages faits conduits par GEC, groupe d'études sur le Congo, et puis Bercy, la réaction de Atundu Liondo, oui, il a dit quoi? Non, ça c'est la contestation, il se prépare à la contestation. Bon, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, mais c'est juste pour rappeler aux gens que c'est vers ça que nous allons. Le président angolais avait dit, bon, écoutez, vous ne voulez pas les conseils, mais nous attendons les élections dont les résultats seront acceptés par tout le monde. Nous ne voulons pas entendre qu'il y a des problèmes et que les gens viennent chez nous. Le secrétaire général, qu'est-ce que j'ai dit? Le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique, M. Tibor Nagui, vous l'avez suivi sur RFI. Après, j'avais publié son tweet. On voit là, les États-Unis dans une attitude des gens qui attendent que les élections se tiennent. On va juger après la tenue d'élections. C'est alors que les gens vont réagir. C'est alors qu'il y aura peut-être dialogue. Maintenant, quand je reviens sur le propos de Monseigneur Ambongo, quand il dit qu'il ne faut pas que les machines soient utilisées comme pour occulter l'objectif principal, cela sous-entend qu'il y a des gens qui veulent faire ça. Or, Kabila ne peut pas faire ça seul. C'est toujours important de rappeler cela pour que les gens s'engagent dans ce qu'on appelle regime change. Donc, changement de régime. Voilà pourquoi moi je pense que la tenue de ces élections est devenue un piège pour Kabila et je crois qu'il n'est pas prêt à tenir ces élections, même s'il envoie des signaux forts. Mais en même temps, il est en train de créer des conditions qui feront que ces élections ne se tiennent pas. Donc, bref, il est à la recherche d'un glissement. Mais il ne peut pas, lui, initier ça. Parce qu'il a abusé de la bonne volonté des gens. Dialogue des cités de l'Union africaine, d'abord concertation,
dialogue de l'Union des sociétés africaines, dialogue de la CENCO. Il a roulé tout le monde, parce que là, c'est lui qui demandait. Mais maintenant, là, il ne peut pas lui demander, mais il crée les conditions pour qu'il y ait un tel dialogue, pour que les gens disent, bon voilà, allons au dialogue, et que lui puisse s'en sortir. Pendant que je parle avec vous, je reçois une box. C'est important que je lise ça parce que notre premier sujet est en rapport avec cela, donc l'équipe Kikaya, l'équipe de campagne. Voici ce que Kikaya dit à nos amis d'actualité CD. Il dit, l'article dit, pour Kikaya, Ibenge, Chilunde et Kanimbo sont libres d'accepter ou pas d'intégrer l'équipe du candidat du FCC. Je le cite, il dit, ce sont des personnes avec qui nous travaillons en proximité. Flora Ibenge ne peut pas nier qu'il ne travaille pas avec le pouvoir actuel. Chantal Kanimbo non plus. On n'oblige personne. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas été consulté et qu'il ne trouve pas son compte, libre à lui. Ils sont libres de faire, de dire « Merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas participer à votre campagne. » A-t-il conclu? Il a encore... voilà, c'est ce qu'il a dit. Alors, je prends un autre paragraphe. Quelques minutes après la publication de la liste, Trifon Kinkie, candidat indépendant, vous savez, c'est M. Kabila Désir, il dit ceci. Mais issu de la majorité, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, voilà. Il dit logiquement, il faut que les ministres qui sont dans l'équipe de campagne de Chadari, ces ministres doivent logiquement démissionner. Donc ça, j'ai reçu, pendant que j'étais en train de vous parler. Alors là, on sent une sorte d'intimidation de la part de Kikaya Bin Karoubi sur les gens qui travaillent qui travaillent en proximité avec eux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand on est entraîneur de l'équipe nationale, travailler à proximité avec eux, ça veut dire quoi? L'entraîneur de l'équipe nationale signe un contrat pour entraîner l'équipe, c'est tout. La campagne d'un candidat du parti qui est au pouvoir ou bien de la coalition, ça ne l'intéresse pas. Il est là pour l'équipe nationale. Parce que s'il soutient un candidat, mais parmi ces joueurs, il peut y avoir des gens qui sont des partisans de Chadari, d'autres des partisans de Félix Tshisekedi, de Martin Fayulu, pour ne citer que ceux-là, et les autres. Comment est-ce qu'il va faire? Voilà. Mais, quand maintenant les autres, Kika a dit que bon, ce sont des gens qui travaillent avec nous, il veut leur dire quelque part, Soki Bolobi Mingi, voilà. C'est une menace voilée. Alors, on me dit aussi que le pasteur de l'église sans précieux, Jean Bosco Kindomba, lui aussi a dit qu'il n'a pas été consulté. Bon, ça, je prends ça avec beaucoup de réserve, bien c'est sous réserve, mais tout semble indiquer que ces gens, voulant impressionner quelqu'un, moi je dis l'extérieur, ils ont précipité les choses. Et maintenant, ça se retourne contre eux. Je ne sais pas du point de vue de la loi, si c'est punissable, ça je ne sais pas. Donc voilà l'essentiel de notre analyse aujourd'hui. Demain, nous allons revenir, si l'actualité va nous le permettre, et nous allons revenir sur le dossier des candidats
commun. Et nous verrons comment les choses vont se passer. Mais je continue à dire que le pourparler pour la désignation des candidats communs sont toujours en cours. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Là, j'ai répondu à toutes les questions, à tous les commentaires, j'ai réagi. Et il y en a encore 7 de plus. Joseph Kambala, il me dit bonjour Anglo-Congo, difficile d'accéder à ton direct. Comment faire? Mais nul doute que pour la qualité de ta présentation de l'analyse qui en découlera, c'est cela même l'essence de mon regret de ne pas accéder à ton direct. Merci toutefois, Joseph Kambala. Ok, je vais t'envoyer ça inbox, peut-être là, tu pourras suivre ça en différé, ne t'en fais pas. Bon, cette autre... Non, je ne saurais pas prendre tout le monde. Là, ça devient 12 commentaires, certainement il y a des questions dedans. Patrick Kabaidi, Ibenge, Kanimbo et ses pasteurs sont tous des mèches avec le PPRD. Sinon, ils n'auraient pas mentionné leur nom sur la liste. Bon. Peut-être dans le passé, pour certains d'entre eux, je sais par exemple que quand Kenza soutenait la famille politique de Kabila, mais depuis un certain temps, on sent qu'il y a une certaine distance, mais en même temps, il faut le dire, c'est quand Kenza qui avait annoncé Corneille Nangaa. Voilà, donc là, il y a trop de commentaires que je suis en train de lire là. Je ne saurais pas répondre à tout le monde. Je prends 2 seulement, et puis on va arrêter là. Et il y a Carlos Musinga Albino, il dit avec raison de savoir qu'Ibenge est l'entraîneur de leurs équipes de propagande Vita Club, ils se connaissent. Bon. Moi, ce que je sache, Vita Club, c'est une équipe privée, c'est un club privé. Ça a existé avant FCC. Je sais que l'actuel président, c'est un proche de Kabila, mais c'est un militaire. Il est censé être apolitique. Voilà. Donc, voilà l'essentiel de notre émission aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche. Je termine en disant que nous devons continuer à prier pour notre pays, pour qu'il y ait un changement. En disant cela, je ne dis pas que les gens n'agissent pas. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis ceux qui peuvent agir, qu'ils agissent, mais nous devons soutenir cela dans la prière. All right. Owan, j'avais dit quelque chose que je n'ai pas lu, excusez-moi. Il dit une précision, cher frère Anglo-Congo, l'archevêché de Kinshasa n'est pas seulement qu'important, mais le plus important de la RDC. Son titulaire est de fait le primat de l'Église catholique en RDC. La prochaine étape sera certainement, qu'est-ce que je vois là? Oh, sera certainement son élévation au rang des cardinaux de l'Église catholique. Ah, voilà. Mais qui d'autres viennent comme ça en retard? Félix Sahel, Papa Anglo-Congo, croyez-vous encore à une candidature commune? Ah oui, je crois en politique, tout est possible. Qu'est-ce que l'autre l'a écrit? Non, je ne vois même pas bien. En tout cas, frère, quand vous écrivez, il faut bien écrire pour que je comprenne. Parce que je suis en train de lire pour les autres. Si je ne comprends pas, ça sera un peu difficile. Alors, on arrête là. God bless you. Bye bye.